Et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Place aux idées. Eugénie Bastier, vous avez souhaité vous poser cette question cette semaine sur la question trans, de plus en plus prégnante dans le débat public, notamment dans le milieu scolaire, avec cette circulaire dont j'ai parlé dans le sommaire publié par Jean-Michel Blanquer. Est-ce que, et on se pose souvent cette question dans cette émission, est-ce que c'est un débat marginal? Est-ce que c'est un débat anecdotique? Ou cela prend vraiment de plus en plus de place, notamment en milieu scolaire? C'est un débat qui aujourd'hui devient majeur parce qu'un certain nombre d'associations et d'activistes veulent mettre ce sujet dans le débat public. Le ministère de l'Éducation nationale, par la voix de Jean-Michel Blanquer, a décidé de céder finalement du terrain à ces activistes-là en mettant en œuvre cette circulaire qui, sous couvert évidemment de vouloir couper la poire en deux et de ne céder ni aux activistes ni à ceux qui voudraient qu'on ne traite pas le problème, finalement, à mon avis, cède, en tout cas sur le discours, à un certain activisme trans, on pourrait dire même woke, qui veut faire de cette question trans un enjeu majeur du débat. Alors, déjà, cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit et à qui elle s'adresse? Elle s'adresse déjà à l'enseignement primaire et secondaire. Donc, on ne parle pas seulement d'adolescents, mais aussi d'enfants. Primaire, ça commence en CP. Donc c'est quand même, on parle d'enfants qui auraient envie de changer de sexe, ce qui déjà me pose un énorme problème. Ensuite, la circulaire prend acte que la transidentité est devenue un fait dans l'institution scolaire. Il y a de plus en plus de profs qui sont confrontés à ce problème, de plus en plus de demandes d'élèves. Sauf que le problème, c'est que, alors au début, il y a tout un prolégomène, un préambule en disant nous sommes universalistes, la République ne reconnaît pas les identités, nous n'allons pas tomber dans l'identitaire, mais en réalité, on fait exactement l'inverse, parce qu'ensuite, cette circulaire reprend le vocabulaire des woke, il faut le dire, alors que Jean-Michel Blanquer passe son temps à nous dire qu'il n'est pas woke. Je le cite, il reprend la définition de l'OMS. Qui dit la non-congruence entre le genre de naissance et le genre vécu ne constitue ni un trouble psychiatrique ni une pathologie. L'identité de genre est en effet propre à chaque individu et à son ressenti intime. Donc là, on est vraiment dans le catéchisme woke sur la théorie du genre, c'est-à-dire vraiment l'idée que la sexualité, la différence des sexes est une pure construction sociale et que finalement, il n'y a que du ressenti. Alors, que dit cette circulaire également? Elle dit que finalement, elle acte le changement de prénom des enfants et adolescents s'ils le désirent, en accord avec les parents. Donc là, petite finalement concession de Jean-Michel Blanquer, parce que les activistes trans demandent, eux, qu'il n'y ait même pas d'accord des parents, et dans certains pays, ça n'est pas le cas, on va y revenir. Mais aussi, l'établissement peut autoriser l'élève à utiliser les toilettes et les vestiaires conformes à son identité de genre ressentie, ou à occuper une chambre dans l'internat conforme à son identité, etc. etc. Donc on voit qu'on rentre dans une logique d'accommodement raisonnable qui, à mon avis, est sans fin, parce qu'on voit bien les contradictions, par exemple. C'est-à-dire, en même temps, on a droit à une vie privée, mais si un élève se dit... il va y avoir une atteinte à la vie privée parce que forcément on va savoir que l'élève est transgenre s'il va dans telle ou telle toilette ou si on fait des accommodements raisonnables, ça va donner lieu à toute une sorte de revendications. Enfin, pour moi, c'est sans fin. Et ça dès le primaire. Et ça, dès le primaire, oui, il faut le dire, dès le primaire. Donc pour moi, je suis, j'allais dire, presque déçue par Jean-Michel Blanquer, qui se voulait le parangon de l'anti-wokisme. Il en parle matin, midi et soir, et qui là cède dans cette circulaire, dans les mots et dans le fond, à ce militantisme-là. À quelle fin, Gabriel Cluzel? Parce que c'est vrai, Eugénie Bastier vient de le rappeler, c'est pas vraiment l'ADN de Jean-Michel Blanquer, qui ne cède pas un pied à la tentation wokiste depuis son arrivée rue de Grenelle. Oui, alors Jean-Michel Blanquer, c'est l'élément le plus conservateur, on va dire. En tout cas, c'est la figure qu'il a proposée dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait offert les fables de La Fontaine aux élèves. Ça avait fait grand plaisir à tous les parents souhaitant une éducation traditionnelle pour leurs enfants. Et là, évidemment, on voit qu'il est dans le clin d'œil inverse. On est dans le « en même temps ». Il fait quand même partie d'un gouvernement en même temps, il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, c'est un appel du pied, il fait du charme au lobby LGBT qui sont extrêmement actifs, il faut le dire, et parce qu'en réalité, sa circulaire ne sert à rien. Tous les enfants doivent être accueillis avec bienveillance et gentillesse, quel qu'il soit. C'est donner de l'importance à un problème qui a été... un sujet qui a été monté en mayonnaise, en effet, par tous ces lobbies. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, au moment du mariage pour tous, on nous disait que la théorie du genre n'existait pas et que c'était un fantasme de l'extrême droite, des réactionnaires et des conservateurs. Bon, là, évidemment, c'est un peu compliqué de dire que cette théorie du genre n'existe pas. Et donc, c'est un réel souci parce qu'on se rend compte que l'école, qui devrait être un endroit où on apprend à lire, écrire,
raconter, et on voit bien déjà qu'on a du mal à le faire, hein, actuellement c'est la faillite de l'école, eh bien on vient laisser la porte ouverte à tous ces lobbies LGBT. C'est évidemment éminemment dangereux, et Eugénie le disait, parce que ça s'adresse aux classes primaires, aux adolescents qui, on le sait, ont besoin de se structurer une identité. Même l'accord des parents ne me paraît pas suffisant, parce qu'on sait très bien, je vous rappelle le film Guillaume et les garçons à table, qu'il y a un certain nombre de parents, je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de la mère qui rêvait d'avoir une fille et qui Dieu se fait, fait comme si son fils était une fille. On voit très bien que, et dans l'histoire du monde, il y a des cas de figure comme ça, où les parents rêvaient d'avoir un enfant d'un sexe et un nom d'un autre, et influent sur lui pour essayer de l'habiller autrement. Donc ça me semble extrêmement gravissime, cette dichotomie entre la biologie et ce qui est proposé aujourd'hui. Et évidemment, Éric Zemmour a mis les pieds dans le plat, et c'est aussi pour ça qu'il rencontre un certain succès, d'ailleurs. On va y revenir à cette phrase prononcée par Éric Zemmour, mais vous vouliez réagir, Eugénie Bastier? Oui, moi je pense qu'on a laissé déjà la religion rentrer à l'école. Maintenant, on va laisser la sexualité rentrer à l'école. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école que ces débats-là se jouent dans les salles de classe. Je pense qu'il faut afficher une certaine fermeté. D'ailleurs, moi, ça me fait penser tout ce débat au débat qu'il y a eu sur le voile à l'école. On avait de plus en plus de proviseurs et de professeurs qui étaient confrontés à des demandes de porter le voile en classe. Et il y avait, ça c'est à partir de la fin des années 80, parce qu'il y avait un effet de mode d'ailleurs. Et de plus en plus, ces demandes sont arrivées. Et évidemment, les enseignants étaient désemparés. On a demandé à l'État de trancher. L'État a refusé de trancher. Ils ont fait un peu ce que fait la circulaire Blanquer, c'est-à-dire dire finalement on va céder un peu du terrain jusqu'à ce qu'on arrive à la loi d'interdiction du voile à l'école en disant ça suffit maintenant, on sort ce débat-là de l'école, et à l'école on considère que ce n'est pas le rôle de l'école de répondre aux angoisses identitaires des gens. Moi, pour autant, le sujet existe de plus en plus d'élèves. Mais justement, ce programme transgenre. Le sujet existe de plus en plus, et je crois d'ailleurs qu'il faudrait s'interroger plus sérieusement sur la nature de ce phénomène. Et d'ailleurs, il y a eu aux États-Unis, moi je l'ai interviewée pour le Figaro, une journaliste américaine qui s'appelle Abigail Shrier, et qui a écrit un livre qui s'appelle Irreversible Damage, Dommage irréversible, où elle a enquêté auprès des adolescents et enfants américains qui veulent changer de sexe. Et elle s'est aperçue de deux choses. Première chose, la demande a explosé. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on est passé de 2 cliniques de genre à 50 aux États-Unis, avec qui proposent le changement de sexe dès le plus jeune âge, avec changements hormonaux, mais aussi chirurgicaux. Donc la demande a explosé, alors que la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait de ne pas naître dans le corps, d'avoir une dissociation entre le corps et l'identité ressentie, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais c'était 0,02%. Là, on est monté à 2%. Des adolescents. Et elle explique qu'il y a un phénomène de contagion sociale, notamment dû aux influenceurs qui en parlent énormément. C'est devenu une sorte de mode. Et ce qu'elle remarque, deuxième point, c'est que la demande aujourd'hui est majoritairement féminine, ce qui n'était pas le cas dans les dysphories de genre classiques, où c'était davantage des petits garçons. Là, ce sont des petites filles qui veulent changer de sexe et devenir des garçons. D'ailleurs, première alerte, je me demande pourquoi les féministes ne réagissent pas, parce que des filles qui veulent cesser de devenir des filles pour devenir des petits garçons, c'est pas très féministe comme modèle. C'est-à-dire qu'elles refusent justement d'être des femmes. Ça pose une question. Et donc la demande aujourd'hui, elle est à 75% féminine chez les enfants, et ça, c'est une vraie rupture. Et donc il faut s'interroger sur la nature de ce phénomène. Est-ce que vraiment il n'y a pas une forme d'effet de mode, de contagion sociale qui on sait très bien que voilà, les enfants sont des êtres en formation, en construction, qui sont souvent soumis à une logique de pression de la part des pères. Et il faut être très prudent sur ce sujet. D'ailleurs, je remarque que dans le même moment où on dit que le consentement sexuel pour les enfants est une chose impossible, on l'a dit dans le droit en disant voilà, un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle, on pourrait dire au même moment que l'enfant, certes, ne peut pas consentir à une relation sexuelle, mais pourrait consentir à un changement de sexe, qui est encore plus irréversible, parce que je rappelle que c'est quand même des changements hormonaux, soit le blocage de puberté, c'est-à-dire on donne des inhibateurs de puberté qui retardent finalement la puberté chez les enfants, et c'est des processus qui sont très très lourds. Donc il faut prendre tout ça à la légère, et je crois que voilà, il faut s'interroger sur l'ampleur de ce phénomène. En France, on est passé de justement. Comment ? Pourquoi une telle ampleur ? C'est l'effet de mode dont vous parliez ? Je pense qu'il y a une forme d'effet de mode, oui. Il y a 10 ans, on avait 10 demandes par an en France. Aujourd'hui, on a 10 demandes par mois en Île-de-France. Vous vous rendez compte ? Il y a quand même quelque chose. Et il faut quand même s'interroger. Il y a des pays où on a fait marche arrière, comme en Suède, par exemple. En Suède, qui était un des premiers pays à mettre en place des cliniques transgenres, à s'occuper de ce phénomène, a interdit
précisément le changement de genre aux enfants, parce qu'ils sont revenus en arrière, parce qu'ils ont estimé que justement la demande avait explosé, que c'était complètement hors de contrôle. Donc soyons prudents, et je trouve que Jean-Michel Blanquer a manqué de prudence sur ce sujet. Gabrielle Cluzel, vous partagez ce constat ? Oui, évidemment. Alors, il faut savoir que le phénomène est déjà entré dans les écoles. Alors, notamment, moi, j'ai un exemple très précis en Hippocagne d'un garçon qui est arrivé en classe de latin. Il y a une terreur chez les profs, déjà, qui se soumettent à ça, parce que la terreur woke, c'est pas un mythe. Il est arrivé, le prof a dit « Ah, enfin, un garçon dans mon cours », parce qu'il y a beaucoup de filles. Et puis, elle s'est souvenue qu'il y avait 2 filles qui, en fait, avaient déclaré qu'elles étaient des garçons, donc elle était devenue extrêmement rouge. Enfin, il m'a raconté ça. C'était complètement stratosphérique. On voit que les politiques sont soumis à ça. Jean-Michel Blanquer, mais Coralie Dubost, moi je vous renvoie à une vidéo de Mediapart où elle se justifie en expliquant pourquoi sur la loi sur la PMA, le paragraphe concernant l'adoption des transgenres a été exclu, mais on y reviendra après avec un artifice, un artifice de droit, avec une question prioritaire de constitutionnalité. Et le journaliste lui dit, mais rassurez-moi, à la République en marche, vous considérez bien que les trans sont des femmes comme les autres. Donc on voit qu'il y a une espèce de terreur. On l'a vu avec les Anglais, vous savez, vous allez peut-être le dire tout à l'heure, mais il y a aussi Justin Trudeau qui a sorti un tweet absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je suis incapable de vous le dire par donner cœur. La définition. Voilà, il faudrait que je le retrouve très rapidement. 2 LGBT, QQIA+. Alors, on peut compléter à l'infini. 36, 22 étoiles. Bon, on voit que c'est absolument absurde, mais tout le monde se soumet à ça. Donc, évidemment, il faut en finir parce que ça devient alors, risible certes, parce que ça a un côté absolument ridicule, tellement c'est détaché de la réalité, mais c'est pas parce que c'est risible que ce n'est pas extrêmement inquiétant pour nos enfants qui ont besoin de se construire une identité. Une identité, je crois que le sujet de l'identité est au cœur aussi de ce débat-là, c'est-à-dire que dans un pays qui refuse les frontières, qui est dans la confusion totale, eh bien on est même dans le refus des frontières biologiques entre un homme et une femme. Oui, c'est orwellien. Vous savez, dans 1984... à la fin, on n'a plus le droit de dire que 2 + 2 = 4. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Et au Royaume-Uni, ce débat a pris une ampleur considérable. Vous savez que, par exemple, l'écrivain d'Harry Potter, J.K. Rowling, a pris une fatwa numérique de la part d'activisme trans, parce qu'elle a osé dire justement que le sexe était une réalité biologique. Et elle s'est pris ses livres d'Harry Potter ont été brûlés. Elle a été accusée d'être une TERF, c'est-à-dire une féministe anti-trans. Et ce débat est brûlant. Et même au Royaume-Uni, il y a une vidéo qui est sortie il y a une dizaine de jours où on pose une question, on pose à la télévision, au chef du Parti travailliste, cette phrase en disant « Est-ce que dire que seules les femmes ont un col de l'utérus est-il transphobe ?» Et alors, Keir Starmer, il gigote, il bégaye, et finalement il répond, il dit « Cette phrase ne devrait pas être dite. » Vous vous rendez compte, là on est vraiment dans le 2 et 2 + 4, n'existe plus. Quoi. Et on a même interrogé Boris Johnson qui lui-même ne sait pas répondre à cette question et bafouille, etc. Ce qui montre le degré d'intimidation woke au Royaume-Uni. C'est absolument sidérant. Et d'ailleurs ça a créé des clivages immenses dans la société parce que vous savez que le mouvement woke au Royaume-Uni, c'est la 3e, et placé selon les sondages comme la 3e grande angoisse des Britanniques, derrière, je crois, peut-être le Brexit, parce que tellement c'est devenu un sujet de débat public, et on peut se dire tout cela est ridicule, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle du réchauffement climatique, de l'immigration massive, débattre de qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme, on a vraiment l'impression que c'est Byzance et le sexe des anges. Vous savez, ils discutaient du sexe des anges à Byzance, ils se dit qu'ils allaient se faire envahir. Eh bien, oui, on en est là, et c'est une preuve peut-être d'une maladie civilisationnelle qui, à mon avis, va aller très loin. Et d'un mot dans notre dernière minute sur ce débat, Eugénie Bastier, comment ne pas aborder ce sujet après les déclarations d'Éric Zemmour qui compare justement les docteurs qui pratiquent justement ces conversions au docteur Mengele, le docteur nazi qui faisait des expériences dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, pour répondre justement à Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'Éric Zemmour n'a pas là caricaturé le débat, n'a pas-t-il été trop loin? Alors moi je trouve que de toute façon toute référence à la Seconde Guerre mondiale, quand elle peut être évitée, doit l'être, et de la part de quelqu'un qui subit régulièrement la réduction ad Hitlerum, je trouve que la pratiquer soi-même c'est un peu maladroit, d'autant que, comme je viens de le dire, il y a énormément d'arguments pour répondre à la question trans sans arriver à cette extrémité. Je crois que pour moi, il y a plein de... On est plus dans une dérive finalement de l'idéologie des droits que dans la répétition d'un projet totalitaire. Mais enfin, il y a une dimension, en effet, en tout cas, c'est vrai, totalitaire. Mais je crois que cette comparaison dessert plutôt le débat parce que il y a toute une liste d'arguments. Et d'ailleurs, je recommande absolument, je voudrais dire à nos auditeurs, le livre de Claude Habib,
chez Gallimard qui s'appelle La question trans et qui est sorti en septembre. Là, il vient de sortir et c'est un petit livre très très intéressant qui récapitule un peu tous les grands enjeux de cette question. Et c'est pas une question anodine parce que ça pose quelque chose de fondateur qui est la différence des sexes. Qu'est-ce que c'est que la différence de sexe? Une question qui est quand même peut-être le fondement même du lien social. Et voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette question. On marque une pause quelques minutes.